Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Elle a fait irruption dans de nombreux domaines d'activité et suscite à la fois espoir et crainte. L'intelligence artificielle semble être présentée comme une pile à double face, au même moment que cette avancée technologique provoque l'éventualité de suppression de certains emplois. Ailleurs, son arrivée est envisagée de façon positive. On dit d'elle capable d'offrir l'opportunité de booster notamment le développement. L'intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l'emploi? Nous en parlons sur ce plateau avec M. Pao Batana. Vous êtes directeur général d'IPNET Institute of Technology. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous dis merci, Gaëtan. Monsieur Batana, d'abord, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Il y a deux formes d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle Allumez votre micro. Oui, allez-y. D'accord, ok. L'intelligence artificielle, Monsieur Batana, qu'est-ce que c'est? Il y a deux formes d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle générative et la robotique. L'intelligence artificielle générative, c'est ChatGPT, c'est un exemple. Donc, c'est une forme de charlatan. C'est un assistant personnel. Tout ce que vous posez comme question, vous lui posez et il va vous donner la réponse. Ça, c'est l'intelligence artificielle générative. Maintenant, il y a la robotique. Demain, dans certains conflits armés, par exemple, ceux qui maîtrisent la technologie enverront non pas des soldats, mais c'est des machines. Et ceux qui ne la maîtrisent pas enverront les hommes et il n'y aura pas match. Donc, c'est pour vous dire que c'est un nouveau monde dans lequel on plonge. Et il faudrait que, depuis même le cours primaire, que les gens apprennent à se servir des outils d'intelligence artificielle. Alors, c'est toute l'importance de cette nouvelle technologie. Monsieur Batana, vous voyez cette révolution technologique à deux niveaux. D'abord, dans un pays ou dans les pays en voie de développement, c'est plutôt une opportunité. C'est une opportunité. Alors, chez nous, c'est vrai, l'IA va supprimer, en général, l'IA va supprimer les emplois, va en créer d'autres. Mais chez nous, c'est une opportunité, notamment pour le système éducatif. Aujourd'hui, un étudiant, un apprenant qui utilise l'IA, en fait, l'IA permet de rendre les gens plus intelligents. C'est-à-dire que vous êtes un étudiant ou vous êtes un travailleur. Si vous avez deux étudiants, l'un connaît l'IA et les utilise et l'autre pas, c'est comme le rapport entre un aveugle et un voyant. Pareil dans le secteur du travail. Donc, c'est pour nous, je donne un exemple simple. Vous prenez par exemple un comptable gestionnaire aujourd'hui, dans nos pays. À l'université, il sort diplômé. Mais en réalité, au jour d'aujourd'hui, il est, du point de vue des entreprises, il est en retard de 4 générations. Mais si c'est se servir des outils de l'IA, il peut rattraper son retard. Je donne un exemple simple. La première compétence qu'on attend d'un comptable gestionnaire, par exemple, c'est qu'il soit en mesure d'établir les états financiers dans une entreprise. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise où on recrute, par exemple, un comptable gestionnaire sans qu'on attende de lui qu'il produise les états financiers. Or, dans les universités, on n'apprend pas ça. Donc, il peut utiliser l'IA pour apprendre à établir les états financiers. Deuxième chose, un diplômé en comptabilité et gestion qui est recruté, on attend qu'il puisse quand même paramétrer les logiciels de gestion comme Odoo et CG, tout ça. C'est pas appris à l'université ou même quand c'est fait, c'est très superficiel. Il peut se servir des outils d'intelligence artificielle pour le maîtriser. Autre chose, actuellement, les comptables gestionnaires sont dans des situations où ils gèrent une plateforme logicielle pour faire la comptabilité et gestion, mais en même temps, il arrive des paiements en ligne et par les cartes bancaires, téléphone et tout ça, et il doit être capable de s'adapter. Peut-être ils n'ont pas appris ça à l'université. Il peut se servir de l'IA pour essayer de maîtriser ce genre d'outils. Et aujourd'hui, enfin, tout comptable gestionnaire devrait pouvoir se servir des outils de l'IA pour être plus performant dans son travail. Donc, vous voyez, il y a 4 générations. Oui, alors, vous présentez là des avantages du point de vue administratif. Dans quel domaine nous pouvons nous servir de l'IA? Dans l'éducation, en priorité. L'IA permet, par exemple, aux jeunes de se construire des compétences, même dans un système éducatif imparfait. C'est vraiment l'un des meilleurs outils d'apprentissage que je trouve aujourd'hui.
Voilà, donc il faudrait que les gens, et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle nous conseillons que les jeunes apprennent à se servir de l'ordinateur le plus tôt possible, et pour pouvoir être à l'aise dans les outils de l'intelligence artificielle, justement, dans l'utilisation, pas forcément dans le développement des solutions d'intelligence artificielle, mais dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. C'est là-bas qu'il y a vraiment un effort à faire. Ça nous permet de rattraper un retard, ça permet de corriger le système éducatif à moindre frais. Alors justement, ça fait des années que vous appelez à une réforme de nos systèmes éducatifs en Afrique. Qu'est-ce que l'IA pourrait éventuellement changer? Et c'est que l'IA permet d'améliorer l'apprentissage. Donc même quand vous allez à l'école et que vous avez appris des choses, vous n'avez pas compris, vous rentrez à la maison, les outils d'intelligence artificielle vous permettent de comprendre, et même les concepts. Tout ce que vous n'avez pas compris, vous demandez. Donc, je considère les outils comme ChatGPT comme des charlatans personnels. Vous avez appris des choses. Vous rentrez à la maison, vous n'avez pas compris. Vous interrogez les outils d'intelligence artificielle, ça va être clair dans votre tête. Donc, pour l'éducation, il n'y a pas un meilleur outil. Pour le système éducatif, il n'y a pas un meilleur outil pour rattraper, donc, lorsque on a un système éducatif imparfait. Alors, en termes d'emploi, vous dites que beaucoup de pays en Afrique ont une organisation qui ressemble à celle d'une armée qui aurait 4 fois plus d'officiers à l'état-major que dans les garnisons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voyez, aujourd'hui, le marché de l'emploi, c'est un héritage colonial. Au Togo, depuis 1960 jusqu'à 1982, tous les diplômés étaient recrutés dans la fonction publique d'office. Et même certains arrêtaient les études, par exemple en classe de 3e, parce qu'on les cherchait pour être employés quelque part. Et nous sommes restés dans le même schéma. Donc pour moi, dans notre pays, quand je regarde notre pays, ça ressemble donc à une armée où les 3/4 seraient des officiers en tenue d'apparat dans le bureau à l'état-major, alors qu'il y a les garnisons les garnisons, on manque de soldats et d'officiers, l'arme au poing dans les garnisons. C'est à peu près la situation à laquelle ressemble notre marché du travail. Donc nous avons besoin de former des gens qui fabriquent, qui produisent, qui transforment, qui vendent, qui assurent la maintenance d'eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons 80% de la jeunesse qui est formée dans ce que j'appelle l'executive expertise. Alors qu'il nous faut peut-être mettre les 80% dans ce qu'on appelle les STEM schools. STEM schools, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. Il faut faire l'inverse. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Ah oui. Donc, c'est que quand on a une armée où il y a 80% des officiers, des officiers en tenue d'apparat, à l'état-major, dans le bureau de l'état-major, on ne se demande pas est-ce qu'on peut pouvoir recruter les soldats. Non, est-ce qu'on peut pouvoir recruter les gens dans l'armée? La réponse est oui. Mais c'est qu'il faut déployer, il faut recruter des gens, des officiers et des soldats pour mettre dans les garnisons l'arme au pied. C'est ça. Le problème du chômage, c'est d'abord une affaire d'organisation. Donc pour moi, on doit pouvoir changer ça. Il faut le changer. Et vous êtes formateur. Oui. Alors, promoteur de l'enseignement supérieur. Oui. Quel type de formation aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle? Vous voyez, aujourd'hui, les entreprises recruteraient plus si elles avaient des gens opérationnels. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas le travail, mais rencontrer les entrepreneurs, ils vont vous dire que c'est plutôt un problème de main-d'œuvre qualifiée. Il manque la main-d'œuvre qualifiée. Moi, l'IPNET fait partie de l'association des grandes entreprises du Togo, AGET, et lors d'une assemblée à l'hôtel Onomo le 20 janvier 2022, il y a eu 2 déclarations. La première déclaration, c'est que la première difficulté des entreprises privées au Togo, c'est l'absence de main-d'œuvre qualifiée. Deuxième déclaration, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les programmes universitaires, les programmes d'enseignement dans les universités publiques et privées et les besoins de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on était dans l'intégration de solutions. Et c'est pour ça qu'à partir de 2017, nous avons décidé de rentrer dans la formation. Parce que, voyez-vous, quand on était dans le cabinet, quand vous recrutez les jeunes, quelqu'un qui est diplômé, qui a titulaire d'une licence en réseau, par exemple, en réseau ou bien cybersécurité, parmi les meilleurs, qui a été formé de manière purement théorique, vous le recrutez,
vous devez être patient pendant 2 ans, 3 ans, le former sur le tas avant qu'il ne soit opérationnel. Et quand c'est les banques ou les opérateurs télécoms qui les recrutent, il faut déverser des millions pour les former pour qu'ils soient opérationnels. Ça, c'est des informations que vous pouvez vérifier auprès des entreprises. Donc, c'est pour ça que nous, on a essayé de mettre en place un système d'enseignement et de formation technique et professionnelle avec 3 étages, 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de sortir des diplômés capables de faire le travail qu'on leur demande dès qu'ils arrivent en entreprise. Par exemple, si vous êtes un ingénieur, vous avez une licence en réseau, vous arrivez dans une entreprise, on va vous demander d'aller configurer les équipements, d'aller configurer un firewall, de préparer un appel d'offres, de conduire de bout en bout un projet. La plupart des gens qui sont diplômés dans des formations théoriques, ils sont incapables de faire ni l'un ni l'autre. Donc, d'accord. Donc, déjà, premier objectif, il faut sortir des gens aptes à faire le travail quand on le leur demande. Ce n'est pas suffisant. Il faut viser, actuellement, nous sommes dans la deuxième phase. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient recruter plus si les gens arrivent, mais on ne leur dit pas ce qu'il faut faire. Mais c'est eux qui disent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'on appelle les créateurs de postes à l'entreprise. Donc, nous sommes dans la troisième phase qui est, la deuxième phase actuellement, c'est comment essayer de former des gens qui arrivent en entreprise, qui n'attendent pas qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est eux qui vont voir l'entreprise, qui voient son fonctionnement et vont dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Troisième phase qu'on est en train de lorgner, c'est qu'il faut sortir les meilleurs collaborateurs dans les entreprises. Actuellement, beaucoup de Togolais qui viennent de la diaspora, qui créent les entreprises ici, beaucoup ferment au bout de 2 ans, 3 ans maximum, 4 ans. Et la cause, c'est la qualité de la main-d'œuvre qualifiée. La qualité de la main-d'œuvre. Et il y a 2 aspects. Il y a les aspects techniques et puis les aspects les valeurs et attitudes. Donc, nous, notre objectif, dans la troisième phase, nous allons bientôt, j'espère que d'ici 1 an, 2 ans, on sera rentré dans la deuxième phase, c'est de sortir les meilleurs collaborateurs pour les entreprises, du point de vue discipline, sens de responsabilité, intégrité surtout, et leadership. Donc voilà, c'est là-bas qu'il faut travailler. Personne ne doit redouter l'intelligence artificielle comme une menace sur l'emploi. Non, le problème de l'emploi, c'est une question d'organisation et de formation. Voilà. Alors, vous avez parlé de cette inadéquation emploi, formation. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ce gap sera comblé? Oui. Il y a quelqu'un qui a fait une conférence qui disait que quand vous avez un diplômé en droit, quelqu'un qui a un diplômé en droit qui maîtrise les outils d'intelligence artificielle, il peut faire le travail de 3 juristes, enfin 3 juristes plus le personnel de soutien, une dizaine de personnels de soutien. Une seule personne qui maîtrise les outils d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de la science-fiction. C'est que chacun, c'est un outil comme ChatGPT, c'est un charlatan personnel. Quel que soit le travail qu'on vous donne à faire, ou bien quel que soit ce que vous êtes en train d'apprendre, ces outils-là vous permettent d'être plus intelligent, d'être plus efficace. Donc, oui, quel que soit le métier, il faut que les gens s'apprêtent à s'adapter, à les utiliser pour être plus efficaces. Alors là, vous avez parlé des avantages pour ce qui concerne les pays comme les nôtres, les pays en voie de développement, mais ailleurs, dans les pays développés, ça suscite un peu de crainte. Oui, l'intelligence artificielle dans les pays développés, ça suscite autant de débats, c'est vrai. Ça va supprimer des emplois et ça va créer d'autres. Je vais vous donner les domaines dans lesquels ça va supprimer des emplois. D'abord, pour ce qui est de l'automatisation des tâches répétitives. Ensuite, le secteur des services. Et dans le secteur du transport. Prenons le secteur de l'automatisation des tâches répétitives. À ce niveau-là, vous avez toutes les tâches de production, de fabrication dans les usines et tout ça, ça va être remplacé vraiment de plus en plus par des robots, d'accord? Et puis au niveau des tâches administratives, par exemple les opératifs de saisie, même la comptabilité. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes comptable, vous ne maîtrisez pas les outils d'intelligence artificielle, vous devez vous faire les soucis. En tout cas, dans les pays développés. Et ça ne tardera pas à venir chez nous. D'accord? Ensuite, dans le secteur des services, tout ce qui est service clientèle ou bien commerce de détail, ça va être impacté là-bas. Ça va réduire les emplois. Ensuite, le secteur de l'automobile. Vous voyez, aujourd'hui, les gens essaient de faire des automobiles complètement autonomes, des voitures autonomes. Donc, il y aura de moins en moins de chauffeurs. D'accord? Ça, voilà les secteurs où, dans les pays développés, ça va réduire les emplois. Disons que, pourquoi est-ce que les gens se sont lancés dans l'intelligence artificielle?
c'est parce que les pays industrialisés constatent que leur population diminue en nombre et vieillit. Donc, ils ont besoin, pour éviter d'être envahis par les immigrants, d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'emplois, ils veulent faire le travail par les machines. C'est pour ça que les gens se sont lancés dans cette aventure d'intelligence artificielle et tout ça là, d'accord. Donc effectivement, ça va reconfigurer le paysage du travail, en fait, les outils d'intelligence artificielle. Alors oui, monsieur... Ah oui, il y avait... Oui. Alors, pour continuer, Oui, là où ça va augmenter le nombre d'emplois, c'est tous ceux qui travaillent pour développer et maintenir les outils de l'intelligence artificielle et ceux qui travaillent pour analyse et gestion de données. Ok, ça, dans ce secteur-là, il va y avoir beaucoup plus d'emplois. Et en fait, les autres emplois qui existent à ce jour vont être transformés. Ah oui, ça, c'est ce côté-là qui intéresse nos pays. C'est que les emplois existants vont être transformés. Aujourd'hui, si vous êtes avocat, ingénieur, architecte, et vous ne savez pas vous servir des outils d'intelligence artificielle, vous avez vraiment du souci à faire parce que quelqu'un qui sort, qui a le même métier que vous, qui les maîtrise, va vous surpasser. Donc voilà, mais ça ne devrait pas, quand les gens considèrent que c'est une menace pour nos pays, ça me fait sourire. Parce que allez au marché et vous allez voir le prix de la tomate et du piment vert. Du piment. Au Togo, dans les marchés, la tomate coûte presque le même prix qu'aux États-Unis. Un pays qui a un niveau de vie 6 à 10 fois plus élevé qu'au Togo. C'est quoi la relation? Mais c'est que on doit être dans la production. Dans nos pays, on ne produit pas assez. On ne produit pratiquement rien. Parce que si vous enlevez, quand on donne les PIB, ça me fait sourire. Mais quand vous enlevez les activités générés par les gros prêts qu'on prend et qui finissent par retourner d'où ils sont venus et on nous laisse les machines et les services, et si vous supprimez l'argent gagné par l'industrie extractive, il ne reste pas grand-chose dans la production. D'accord? On ne produit pas. Ça veut dire qu'il faut réorganiser la société pour la mettre dans la production. Je donne un exemple. Vous prenez un paysan qui est à Agou là-bas. Il a sa maison qui est à côté d'une forêt. Il peut élever des poules sans vraiment rien dépenser parce que les poules peuvent rentrer dans la brousse, manger les sauterelles, prendre les graines tombées des maïs et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, un paysan ne peut pas inviter ses voisins le week-end, faire 4 rotypes avec le vin de palme ou le tchouk et faire la fête et discuter des affaires du village? Pourquoi est-ce qu'on est dans un pays où les gens ne mangent pas 3 fois par alors qu'on n'est pas dans le désert? Oui, mais M. Batana, très rapidement, en conclusion, oui. S'il faut présenter l'intelligence artificielle, quel avenir pour cette technologie? L'intelligence artificielle, c'est le meilleur soutien à l'éducation aujourd'hui. Ça nous permet de rattraper notre retard. Les enseignants doivent être formés pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'enseigner de manière plus efficacement. La priorité des priorités, c'est qu'il faut former les enseignants à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. C'est votre appel, M. Paou Batana, directeur général d'IPNET Institute of Technology. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.